bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents et présentes en ouverture de ces rencontres Art et Engagement 2026 autour de la thématique de l'habitat. Et merci infiniment à Marine et à Gaëlle pour leur invitation. Alors nous, Marie Lacambre et moi, nous sommes directrices respectivement au Musée du Louvre depuis quelques années et nous portons un projet autour de l'écologie patrimoniale dont nous aimerions vous parler en introduction de ces belles rencontres. L'éco-responsabilité est désormais une valeur partagée par tous les acteurs du patrimoine, au point d'être parfois l'objectif structurant des politiques culturelles. Elle concerne toutes les filières et tous les métiers, engagés dans une mutation profonde et globale, mais néanmoins traversée de contradictions entre acquisition et accumulation des collections, conservation et durabilité, créativité et sobriété. Cette éco-responsabilité, elle est aussi un levier de transformation important, ce qu'on appelle aussi en anglais un driving factor, que l'engagement qui a été pris par les grands établissements manifeste. Et à ce titre, la démarche entreprise par le Musée du Louvre dès 2010, puis amplifiée récemment dans le cadre du déploiement de son plan d'écologie patrimoniale, est particulièrement significative. Dans son introduction à l'ouvrage tout récemment paru, intitulé Musée et écologie, Philippe Grandcola, grand écologue et biologiste de l'évolution, dans sa préface écrit, je le cite, « L'urgence des enjeux environnementaux devient jour après jour plus cruciale, urgence d'atténuer et de s'adapter face à ces crises, mais aussi urgence de la transformation de nos sociétés afin de les rendre durables. Dans cette situation, les musées ont un rôle crucial à jouer. » Un musée du XXIe siècle, dans la droite ligne de sa définition proposée par l'ICOM en 2022, se doit de déployer une approche globale, cohérente et innovante en matière de transition écologique et d'inclusion, tout en restant un lieu fédérateur d'abord pensé pour ses publics. Pour le Louvre, cette réflexion permet d'accélérer sa stratégie de responsabilité sociale et environnementale développée au cours de la dernière décennie. Cette approche globale mêle ainsi sa mission centrale vis-à-vis des publics, la prise en compte des enjeux environnementaux, tant dans ses bâtiments, ses jardins, que dans les collections, la mobilisation de ses agents et de ses partenaires. Elle articule le temps long de sa raison d'être et le temps court des urgences opérationnelles auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Elle doit trouver le juste équilibre entre conservation et innovation en assumant les potentiels dilemmes. Le musée et le palais qui l'abrite, la ville Louvre telle qu'on la qualifie, doivent relever de nombreux défis, répondre aux exigences d'une fréquentation toujours en hausse, accueillir des publics toujours plus larges pour organiser leurs rencontres avec les œuvres, mieux servir sa mission culturelle et citoyenne de transmission et d'éducation et atténuer l'impact du réchauffement climatique sur un bâtiment aux usages complexes. Alors qu'entendons-nous par écologie patrimoniale au Musée du Louvre ? Qu'entendons-nous donc par cette écologie patrimoniale au Musée du Louvre ? La mise en œuvre constante d'impératives adaptations et de nouvelles solutions face aux défis de notre époque. Autrement dit, la construction d'un écosystème et d'un plan d'action qui permettent au Louvre de concilier sobriété, résilience et performance au service de ses missions de service public. La mise en œuvre de ce qu'on appelle finalement depuis plus de 30 ans, c'était Rio en 92, un développement durable. Le Louvre n'a pas découvert ces sujets hier. Cela fait plus de 10 ans que les plans s'enrichissent continuellement en coordination avec les dynamiques nationales, que ce soit sur les achats, la médiation, les économies d'énergie, la gestion des déchets ou la politique sociale. Les actions sont nombreuses, les réussites sont visibles. De la gestion durable des déchets, on a baissé le tonnage global de 6%, au développement de la biodiversité, que ce soit au Jardin des Tuileries ou encore la végétalisation des fossés Saint-Germain, l'obtention du label Éco-Jardin en 2025, la réutilisation des matériaux des expositions ou encore l'inclusion de nos politiques sociales. On citera à ce titre le fait que 60 000 personnes sont concernées par les projets de démocratisation culturelle de l'établissement et ce sont près de 500 000 scolaires qui sont accueillis chaque année. Enfin, l'obtention récente du label numérique responsable
donc, qui porte sur les équipements informatiques, ou encore, et très porté par Hélène Vassal, la signature par Laurence Descartes, la présidente du Louvre jusqu'à récemment, du BISO Green Protocol, qui donne aussi une visibilité internationale sur ces sujets-là et sur l'ambition et l'engagement de l'établissement sur la question de l'écologie patrimoniale. En 2024, le musée a fait le choix d'amplifier son ambition, d'en faire un levier vertueux, d'accélérer son engagement en résonance complète avec ses missions de service public. Alors, quels sont les grands principes de ce plan d'écologie patrimoniale qui est prévu pour couvrir la période 2025-2029 ? D'abord, il y avait l'enjeu de veiller à la mobilisation de tous les agents du Louvre. Et on y reviendra, mais c'est vraiment l'enjeu probablement primordial de transformation que ce projet nous a permis de porter et qu'on continuera de porter. 7 groupes de travail ont construit ce plan Cette groupe de travail qui a été ouvert à l'ensemble des équipes, puisqu'un appel à volontariat a été lancé, et ce sont près de 200 agents de l'établissement qui ont contribué à écrire ce plan. On a fonctionné avec des groupes de travail et des directeurs à la tête de ces groupes, mais il faut saluer cet engagement qui témoigne d'une belle dynamique collective et qui vraiment s'est joué à tous les niveaux de l'établissement. Ensuite, il faut faire des choix. Une fois qu'on a une liste de projets et de propositions, il faut faire ces choix, il faut capitaliser sur les acquis des dernières années tout en renouvelant l'ambition. Les tensions inhérentes à l'ancienneté d'un palais historique, succès de la fréquentation, la globalisation des prêts d'œuvre rendent évidemment le travail plus difficile. Il est essentiel de trouver un point d'équilibre entre le respect du passé et la nécessité de la modernisation et de démocratisation, de faire part des choses avec des regards croisés et concertés. Enfin, cette ambition reflète la volonté de continuer à aller de l'avant, d'intégrer les nouveaux défis environnementaux et sociaux d'un monde en transformation, pas seulement en réparant, mais en innovant et en mobilisant largement. Ces principes se retrouvent sous la forme donc de ce fameux plan d'écologie patrimoniale que nous vous présentons et qui s'organise désormais autour de 4 axes: les publics, les lieux, les collections, les acteurs du projet. Le premier axe concerne les publics, partager la culture avec tous. Cet axe met en œuvre la réflexion sur l'amélioration de l'expérience et des conditions de visite, mais aussi la médiation pour co-construire une relation durable avec tous les publics. L'ambition est de continuer d'élargir les publics et d'enrichir leur rapport aux œuvres, en priorité évidemment la jeunesse, en développant plus encore l'accueil des scolaires ou encore les publics éloignés, trop souvent oubliés des dispositifs culturels. Le second volet de cette démarche s'intitule « Conduire la transition écologique » et il porte plus spécifiquement sur l'éco-responsabilité. Nous l'avons déjà dit, elle est mise en œuvre largement dans le jardin des Tuileries et également dans l'ensemble des bâtiments, dans la continuelle transformation ou métamorphose architecturale pour laquelle nous devons trouver une forme d'équilibre entre respect du patrimoine, nécessité de répondre aux enjeux écologiques et adoption des progrès technologiques plus adaptés au changement climatique. Peut-on, au fond, trouver des solutions pour apporter le même confort de visite tout en gérant mieux les enjeux énergétiques ? Je pense que c'est des sujets que vous allez revoir tout au long de cet après-midi. C'est aussi, troisième volet, faire vivre les collections. C'est extrêmement important. Le musée, c'est d'abord ses collections. Et au cœur de notre mission de conservation durable et de valorisation s'ajoute, là encore, la prise en compte de ces enjeux. Dans la conception même des expositions, nous intégrons déjà une réflexion sur le transport des œuvres ou le réemploi. Mais nous repensons également les parcours de visite, les formats des expositions, les scénographies pour réduire l'empreinte écologique tout en optimisant l'accès aux œuvres. Et dans ce cadre, le centre de conservation du Louvre à Liévin, qui se trouve à 200 km de Paris, joue un rôle moteur. Il est un véritable catalyseur d'innovation en matière de sobriété énergétique et un lieu d'innovation des pratiques de conservation durable. Il est né d'une contrainte, celle extrêmement forte de conserver des collections à distance des risques de crues centenales, celle de la Seine, et il s'est transformé en une véritable opportunité, créer et faire vivre un lieu de conservation exemplaire à la hauteur des enjeux des collections du musée du Louvre, au fond, un merveilleux palimpseste d'adaptation. Enfin, le dernier axe, et non des moindres, construire ensemble le Louvre de demain. Il porte tant sur l'optimisation des pratiques professionnelles du musée, en particulier l'enjeu de la sobriété numérique, que sur la cruciale question de la diversité et de l'inclusion. Nous l'avons appelé « Construire ensemble » car nous sommes convaincus du formidable impact de construire un Louvre encore plus participatif, comme l'illustre la dynamique de ces groupes de travail.
menée sur 2025. Ce changement d'approche éprouve justement notre capacité d'adaptation, modifie nos comportements et nos usages, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. Il nous incite, par la confrontation avec nos contradictions, à tendre vers plus de sobriété, à devenir plus résilients dans nos pratiques, à rentrer dans un processus de gestion durable des collections. Cette transformation en cours replace l'humain au centre des pratiques patrimoniales. Cette logique répond aussi aux attentes fortes des équipes de conservation, restauration et régie, tri, réemploi, nouveaux matériaux, revue des consignes climatiques, stratégie de mutualisation, construction concertée d'outils d'amélioration continue. Cette démarche assumée répond également aux attentes croissantes des jeunes recrutés qui recherchent du sens dans l'exercice de leur mission. Elle peut ainsi devenir un levier d'expérimentation, voire même de redirection. Et dans ce contexte, ce que je qualifierais de mue écologique des grands directeurs d'institutions culturelles, leur changement d'approche possède une influence tout à fait déterminante. Qu'il s'agisse du musée du Louvre, d'Univers Sciences, du musée d'Orsay ou encore du musée du Quai Branly ou de l'établissement Paris Musée qui regroupe les musées de la ville de Paris, tous et toutes insistent sur la dimension transformative du sujet qui devient un levier d'accompagnement et, je dirais même, de réconciliation de pratiques pour apprendre à faire autrement tout en préservant la qualité du projet scientifique et culturel. Désormais s'impose à nous l'urgence à fixer une limite planétaire et non plus seulement économique en questionnant à des échelles différentes le coût écologique et économique du patrimoine et les conditions de sa soutenabilité à long terme. Je sais que c'est un sujet cher à Philippe Ram qui interviendra juste après nous. Le musée est le lieu par excellence de cette réconciliation. Il est au cœur des transitions contemporaines. Et bien sûr, ces questions vont nous amener tout au cours de cet après-midi à se poser celle d'un possible, alors je l'appelle le low museum, qui est conscient de ses forces, qui est conscient de ses faiblesses, qui reste vigilant en matière de fonctionnement et d'investissement, d'acquisition, de mobilisation de ses ressources. Un musée, au fond, qui aurait fait le pas de côté, lui permettant de penser autrement ses missions sans y renoncer pour autant. Je citerai pour finir Michel Côté, muséologue éminent. Le musée est une organisation et une architecture, un espace sur un territoire, une réponse à un programme fondé sur un projet culturel. Il n'est ni un concept figé, ni une abstraction isolée. Merci.